Le mercredi 6 mars, dans le cadre prestigieux du Cercle interallié, la FPI, Fondation Prospective et Innovation présidée par Jean-Pierre Raffarin, a organisé une conférence débat en hommage aux 55 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Ceux qui réfléchissent à ces 55 ans d'amitié et après. C'est en effet en 1964 que le général de Gaulle avait eu cette vision historique, le conduisant à reconnaître la Chine de Mao sur le plan diplomatique. Une impulsion qui perdure encore aujourd'hui, comme en attestent les très nombreux et ambitieux programmes de coopération avec la Chine dans les domaines du nucléaire, de l'aéronautique, de l'automobile, des villes durables, de l'énergie, de la santé ou encore de l'agriculture. Et cette année 2019 est particulièrement stratégique pour la France et la Chine, puisque Xi Jinping était en voyage officiel en France la semaine dernière et que le président Macron devrait quant à lui se rendre en Chine dès cet automne. Cette conférence débat avec Jean-Pierre Raffarin dans le rôle du modérateur s'articulait autour du livre de Jean-Paul Bedbez, Entre Chine et France, des routes de toutes les couleurs. Ce livre, qui expose beaucoup d'idées neuves et visionnaires, a été offert aux invités à l'issue de l'événement. Participaient à ce débat Henri Giscard d'Estaing, président-directeur général du Club Méditerranée, André Chiang, président-directeur général de l'Asiatique européenne de commerce, et M. Christophe Lecourtier, directeur général de Business France. Était également présent un important public de décideurs et de spécialistes de la Chine qui ont pu poser leurs questions aux invités à l'issue du débat. C'est les couleurs grisonnantes pour la silver economy. Ce sont toutes ces belles couleurs qui peuvent être des perspectives de partenariat. Les discussions se sont poursuivies autour d'un cocktail puis d'un dîner de gala auquel assistaient de nombreuses personnalités des domaines politiques, économiques et culturels. Avec grand courage, il espérait pouvoir être avec nous ce soir, mais hélas, il ne peut pas être avec nous. Au cours de cet événement, Mandarin TV a pu interviewer Jean-Pierre Raffarin, mais aussi quelques-uns des invités de la soirée. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous êtes notre hôte aujourd'hui, puisque c'est vous qui nous recevez en tant que président de la Fondation Prospective et Innovation. Alors, en quelques mots, quelles sont les missions et les actions de la FPI ? La Fondation pour la Prospective et l'Innovation travaille sur le développement international, les pays émergents et, au fond, la promotion des entreprises françaises, des PME dans le monde. Et dans ce contexte-là, nous travaillons avec le gouvernement français. Le ministre Didier Guillaume sera avec nous ce soir, mais aussi avec l'ambassade de Chine, l'ambassadeur également, et nous faisons en sorte que pour ce 55e anniversaire de la relation entre la France et la Chine, nous puissions célébrer cet événement en montrant les axes d'avenir de cette coopération. Alors, comme vous le rappeliez, cette soirée débat célèbre les 55 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. C'est donc une amitié qui s'est construite pas à pas. Mais il semble que ce processus se soit renforcé, même accéléré ces 10 dernières années. Est-ce que l'un des objectifs premiers de la FPI, c'est d'être un acteur important de ce rapprochement ? Bien sûr, au fond, la société civile doit participer à ce rapprochement parce que les entreprises, les comédiens, les artistes, les créateurs, les entrepreneurs, la société civile est très partie prenante du développement des relations franco-chinoises. Et donc, les fondations servent à associer la société civile aux initiatives des États. L'année 2019 sera une année très importante. Nous aurons la visite du président Xi Jinping fin mars, nous aurons la visite du président Macron au deuxième semestre. Nous avons beaucoup d'événements internationaux. Il y aura un grand forum culturel à Nice en octobre. Au mois de novembre, il y a la grande foire de Shanghai. L'année dernière, la foire de Shanghai, la délégation française était très importante, conduite par le ministre Didier Guillaume. Nous avions plus de 70 entreprises. Donc l'année 2019 va être encore plus puissante dans cette relation. C'est une relation d'État à État, de chef d'État à chef d'État, de gouvernement à gouvernement, de parlement à parlement, mais aussi de société civile à société civile, avec les entrepreneurs, avec les artistes pour les questions du culturel et avec tous les partenaires qui sont associés à cette vision du monde que partagent la Chine et la France, une vision d'un monde en paix. Donc la Chine a une amitié, un partenariat économique, certes, mais aussi culturel, artistique et dans bien d'autres domaines. On oublie souvent que la Chine, c'est une culture et une société millénaire, une des plus anciennes du monde. La relation entre la France et la Chine est une relation d'abord et avant tout culturelle. Bien sûr qu'il faut vendre, il faut défendre les entreprises, il faut qu'il y ait de plus en plus de produits français en Chine, mais il faut aussi voir que la dimension culturelle de ces deux vieilles civilisations qui se respectent est très importante.
Alors, la Chine, c'est aussi un marché en constante évolution pour les exportations françaises, mais non, un nombre grandissant de touristes chinois sur notre sol commence lui aussi à peser de plus en plus lourd pour notre économie. Est-ce qu'il nous reste beaucoup à faire pour encourager les touristes chinois à séjourner en France et pour faciliter leur séjour chez nous? Je pense notamment à l'accroissement de l'apprentissage du mandarin et du chinois en général dans les écoles d'hôtellerie et de tourisme, mais aussi à la généralisation du paiement avec smartphone, avec entre autres Alipay et WeChat Pay. Vous avez parlé d'Alipay tout à l'heure dans votre intervention. La Chine, c'est un des pays leaders sur les modes de paiement mobile. Est-ce qu'on est un petit peu en retard, nous, en France, là-dessus? Je ne crois pas que nous soyons en retard, mais nous avons beaucoup d'efforts à faire parce qu'au fond, le tourisme, c'est le partage d'une culture, c'est le partage d'un espace, c'est le partage d'une histoire, d'une géographie. Et il faut s'intéresser à ce qui mobilise l'autre. Et au fond, on voit bien que les Chinois, ils ont des attentes particulières sur la nature, sur le patrimoine, sur les activités économiques, mais aussi sur la gastronomie, sur les vins, sur beaucoup de choses. Alors, il faut les aider à être heureux dans leur voyage. Donc, quelquefois aussi, il faut préparer de la culture chinoise, car il est très important qu'ils se retrouvent aussi dans cet échange culturel. Et donc, par exemple, dans un voyage chinois, on peut faire de la bonne cuisine chinoise en France. On a des très bons cuisiniers chinois ici. Donc, on peut associer les uns et les autres de manière à ce que chacun se sente bien. La relation franco-chinoise, c'est une relation d'amitié. Il faut que chacun se sente bien. Alors Didier Guillaume, bonjour, vous êtes ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors bon, la Chine, c'est un partenaire économique de la France, ça pourrait l'être évidemment encore beaucoup plus. Donc en matière d'agriculture et d'alimentation, quels sont les secteurs sur lesquels la France et la Chine peuvent commercer? D'abord, moi je me réjouis d'être ici parce que je me considère comme un ami de la Chine, ayant été pendant de nombreuses années président du groupe interparlementaire d'amitié France-Chine. J'ai eu l'occasion de me rendre dans ce pays et c'est vrai que nous avons tellement de partenariats et de relations communes qu'elles sont très, très importantes. L'agriculture est quelque chose d'essentiel entre la France et la Chine. D'abord, lors de la visite du président Xi qui va venir dans quelques jours en France, l'agriculture tiendra une part importante. Ensuite, nos deux pays se ressemblent. Nous avons la même volonté sur la sécurité alimentaire, sur la traçabilité des produits. La Chine et la France avancent dans cette direction. Et puis nous avons des relations commerciales. La Chine a choisi d'avoir la sécurité alimentaire la plus forte possible, un peu aux dépens de l'autonomie alimentaire, mais lorsqu'on doit nourrir 20% de la planète, c'est totalement différent. Et donc nous avons beaucoup d'échanges, notamment de l'export de produits français, notamment de viande bovine et de viande porcine. Ce soir, il y a l'ambassadeur de Chine qui nous honore de sa présence. Vous êtes souvent en relation avec lui pour parler justement de commerce, de coopération et d'échange? Oui, régulièrement. Et puis moi, je me suis rendu en Chine lors de la dernière foire qu'il y avait à Shanghai. Je retourne à Shanghai au mois de mai pour le salon international de l'agroalimentaire, qui est un salon énorme. J'aurai l'occasion d'y aller avec le président de la République dans le deuxième semestre. Et je suis donc en relation régulière avec son Excellence l'ambassadeur de Chine en France, qui est un homme formidable, qui anime, qui connaît ce qu'est l'économie et les échanges entre nos deux pays. Alors, la Chine, c'est un pays où il y a une agriculture vraiment énorme, assez poussée. Est-ce qu'il y a des échanges justement au niveau technique, d'agronomie, d'agriculture entre des pays comme la France et la Chine? Ou est-ce que c'est un peu chacun chez soi au niveau de la technique? Non, c'est ni chacun chez soi, ni il y a des échanges. Il n'y a pas des échanges interpersonnels forcément, mais il y a beaucoup de travail qui est fait sur la transition agroécologique, par exemple, sur laquelle la Chine travaille également, sur les techniques de l'agronomie, parce que nous avons besoin de travailler sur l'eau, sur les ressources. Il y a beaucoup de points communs. Nous sommes petits, nous, par rapport à cet immense empire. Mais la Chine est un pays qui nous inspire. Et je pense que la France peut inspirer la Chine dans certains domaines, notamment dans le domaine agricole. Alors, à l'approche des élections européennes, Emmanuel Macron a dit qu'il allait œuvrer pour réformer et essayer de faire évoluer l'Europe telle qu'elle est actuellement. Qu'est-ce qu'il est urgent de changer et justement, quelle est la place du commerce et des échanges avec d'autres pays que les pays européens, comme la Chine notamment? La question que vous posez, elle est fondamentale. Il ne doit pas y avoir de concurrence entre les pays membres, les États membres de l'Union européenne. Évidemment, nous devons travailler ensemble. Mais nous savons très bien qu'il y a des distorsions, qu'il y a du dumping social, fiscal entre certains pays du sud, du nord de l'Union européenne. Mais nous devons travailler ensemble, essayer de faire une sorte de souveraineté européenne, souveraineté alimentaire, souveraineté économique, souveraineté sociale et souveraineté d'État par rapport à Donald Trump et
à l'unilatéralisme américain et vis-à-vis de la Chine. La Chine est un partenaire, est un client. Nous sommes nous-mêmes clients de la Chine. Nous faisons des transferts de technologie, nous faisons des transferts économiques. C'est dans ce cadre-là que nous devons avancer. Alors, Jean-Pierre Raffarin parlait tout à l'heure de la souveraineté de la France dans son intervention. Est-ce que la souveraineté de la France et la souveraineté européenne sont compatibles? Et si oui, comment, à votre avis? Mais évidemment, tout ça, c'est lié, c'est la même chose. Nous devons parler de la souveraineté française parce que nous avons besoin d'une souveraineté alimentaire et nous l'avons. Et heureusement que nous l'avons. Nous avons besoin d'une souveraineté sociale, parce que notre modèle social est fort en Europe et nous devons essayer de faire en sorte que d'autres nous rejoignent. Nous ne devons pas baisser nos critères par rapport aux autres, nos standards par rapport aux autres. Il faut que l'ensemble de l'Europe augmente ensemble. Et dans cette Union européenne, la souveraineté française se retrouve avec la souveraineté européenne, parce que la souveraineté européenne est indispensable. Nous devons quand même, à l'extérieur de l'Europe, mettre un certain nombre de barrières qui fassent qu'on ne peut pas rentrer n'importe où et n'importe quoi, comme ça se fait dans d'autres pays. Vous savez, le monde est en pleine mutation. Les États-Unis, l'Amérique latine, l'Afrique, toute l'Asie et évidemment la Chine. Et par rapport à cela, l'Europe doit se retrouver unie, malgré le fait du Brexit et que pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, un pays la quitte. Alors là, vous sortez d'une période active, hein, parce qu'il y avait le salon de l'agriculture, c'est un moment phare de votre agenda. Qu'est-ce que vous avez pu voir en matière un petit peu d'innovation agronomique, alimentaire et autres, parce que c'est quand même un salon qui a une rayonnance mondiale. Hein, et d'ailleurs jusqu'en Chine, on a vu des visiteurs chinois venir au salon de l'agriculture. Mais il y a eu des visiteurs chinois, puis moi je veux vraiment saluer l'ambassadeur de Chine en France, qui est resté de longues heures au salon, qui a rencontré beaucoup de filières, beaucoup de secteurs, et ça a été très apprécié. Le salon, il est international, donc il y a beaucoup de délégations étrangères. Évidemment, la présence de Chinois et la présence de l'ambassadeur de Chine en France a été très, très appréciée. Ce salon, ça a été la mise en avant des savoir-faire, de la modernité et beaucoup de start-up. Il y avait des nouvelles pratiques agricoles, nouvelles pratiques agronomiques. Et à partir de là, nous devons préparer l'agriculture de demain, aussi bien française qu'européenne. Alors André Cheng, bonjour, vous êtes président d'AEC, l'Asiatique européenne de commerce. Quel est le savoir-faire d'AEC et à quel type d'entreprise vous adressez-vous? AEC est une société qui est petite mais qui est très ancienne. Nous targuons d'être la plus ancienne société française installée en Chine puisque nous avons commencé nos activités en 1957. Donc nous avons maintenant 62 ans de relations ininterrompues avec la Chine. Alors en 62 ans, nous avons exercé différentes activités. Nous avons commencé par être une société de commerce et nous sommes progressivement devenus une société de conseil. Donc maintenant, notre spécialité est d'aider les sociétés françaises à pouvoir résoudre les difficultés qu'elles rencontrent en Chine. Alors généralement, ce sont plutôt de grandes entreprises, mais nous avons également un certain nombre de clients parmi ce qu'on appelle les ETI maintenant, quand elles cherchent effectivement à s'implanter en Chine, quand elles cherchent un partenaire, quand elles cherchent un mode d'implantation, un mode de pénétration du marché chinois. Alors, AEC possède une grande expérience de l'implantation, vous le disiez, et du développement de groupes industriels français en Chine. Mais comme vous le disiez, la France, c'est aussi un savoir-faire à moindre échelle, mais aussi un savoir-faire reconnu dans les domaines de l'artisanat, du luxe, de la mode ou encore de la viticulture. Est-ce que les entreprises qui travaillent dans ces secteurs d'activité ont une carte à jouer en Chine? Pour toutes les entreprises, le marché chinois est un marché qu'il ne faut certainement pas négliger. Et qu'il ne faut pas négliger, en particulier parce qu'il ne faut pas négliger l'évolution de la Chine. J'entends beaucoup d'entreprises françaises qui disent « nous avons fait beaucoup d'efforts, mais ça n'a pas marché, le marché chinois n'était pas mûr ». Mais le marché chinois évolue à très grande vitesse. Vous avez actuellement ce qu'on appelle une classe moyenne chinoise, dont les revenus augmentent, et en même temps que leurs revenus, leurs demandes augmente et leur demande se modifie. Et il se trouve que, de ce point de vue, je pense qu'on est arrivé au stade où l'offre française correspond maintenant à la demande chinoise. Alors, la Chine, c'est l'un des plus grands pays du monde, l'un des plus peuplés aussi, et vous l'avez rappelé, c'est un pays qui se développe à vitesse vraiment grand V. Hein. Et du coup, est-ce qu'il faut forcément être un géant de l'industrie ou du commerce pour avoir la force de frappe et de réactivité pour s'y implanter ou s'y développer, ou est-ce que les PME, PMI ont quand même également une chance d'y réussir, et si oui, quels sont les critères à votre avis? Alors, votre remarque était vraie.
il y a encore 20 ans ou 10 ans, il fallait être une grande entreprise parce qu'il fallait disposer de grands moyens pour pouvoir pénétrer le marché chinois. Ce n'est plus vrai maintenant et ça le sera de moins en moins, tout simplement à cause du développement de quelque chose qui est nouveau, qui est Internet et qui est le e-commerce. La Chine est le pays au monde où le e-commerce est certainement le plus développé. Et le e-commerce a comme particularité d'atteindre l'individu lui-même, donc en termes d'objectifs, en termes de cibles. Mais Internet a aussi la possibilité d'être extrêmement fin au niveau de la source. C'est-à-dire que maintenant, une PME qui saurait bien utiliser Internet, qui saurait bien faire sa promotion sur Internet, a tout à fait ses chances en Chine. Marc Précassi, bonjour. Vous êtes le président de la société Ceva, qui fait des produits pharmaceutiques pour les animaux, donc des produits pharmaceutiques vétérinaires. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Alors, la Chine, petite digression ironique. On disait des Chinois à tort qu'ils mangeaient leurs animaux de compagnie, alors qu'aujourd'hui, c'est un marché grandissant. Il y a de plus en plus d'animaux de compagnie qu'on aime beaucoup et qu'on choisit. Est-ce que c'est un marché qui vraiment évolue beaucoup pour vous? Alors bien sûr, c'est un marché important. C'est un marché important sur les animaux de compagnie parce que la classe moyenne chinoise s'est très très fortement développée. Et comme partout dans le monde, quand la classe moyenne se développe, les animaux de compagnie se développent. Et puis petit à petit, ils passent du jardin à la cuisine et au lit. Ils deviennent des enfants. Donc cette partie-là se développe très très fortement puisque la population s'enrichit en Chine. Et puis il y a toutes les protéines d'origine animale, il faut nourrir les populations. La Chine est quand même le premier pays producteur de porc. C'est la moitié de la production mondiale, ce qui est absolument colossal. La maison chinoise est associée, comme d'ailleurs en France c'était le cas, hein. Dans chaque maison chinoise, il y avait un porc qui valorisait les déchets, etc. Donc c'est exactement le même modèle que la France. Oui, donc quelque chose d'un peu écologique, on va dire, à l'actif de la Chine, justement, puisque donc le cochon qui sert à recycler des choses, des aliments ou autres. Alors, j'imagine que vous avez étudié un petit peu le marché en Chine. Alors, quels sont les animaux de compagnie les plus prisés? Sont plutôt les oiseaux, les chiens, les chats? Alors, c'est tout. C'est la très très grande diversité que l'on a aussi en France. D'ailleurs, on est très très proche des Chinois, la façon de penser, la façon de vivre la famille, l'amitié, les repas, etc. On est très proche. Donc vous avez tout type d'animaux de compagnie, bien sûr les oiseaux, mais les chiens et les chats sont extrêmement présents. Ça se développe très fortement, beaucoup dans les villes. Et comme la Chine s'urbanise, d'ailleurs comme le reste du monde, et bien avec l'urbanisation, l'enrichissement des populations, vous avez dans les foyers des chiens, des petits chiens, des chats. Aussi, et puis tout ce que vous pouvez imaginer comme animal de compagnie, ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Alors là, vous avez de tout. Oui, les serpents, les lézards et autres. D'accord. Alors, puis on oublie aussi qu'il y a des chiens qui sont très prisés en Europe, qui viennent de Chine, comme les charpais, les shih tzus ou des animaux comme ça. Est-ce que ce sont des animaux qu'on trouve en Chine ou est-ce que c'est devenu exotique même pour les Chinois? Non, vous trouvez bien sûr des races très particulières qui ont développé, qui ont été à l'origine de la Chine. Vous savez, nous, on est des vétérinaires. On dit souvent, les premières écoles vétérinaires ont été créées en France il y a plus de 250 ans. On oublie que ça existait déjà en Chine, d'ailleurs, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a oublié, et c'est pareil pour les races de chiens. Vous avez, il y a des modes, hein. C'est-à-dire que vous avez des périodes cocker, caniche, etc., etc. Et puis ça évolue, il y a une très très grande diversité, donc vous avez exactement la même chose. Mais ça, c'est ce qui se passe dans les villes. Et puis ce qui se passe partout ailleurs qu'on ne voit pas, c'est toute la partie production animale. Les volailles, le porc, c'est un marché qui est en train de s'industrialiser à une vitesse incroyable. Il y a une technologie qui se développe, il y a des investissements massifs. Il y a aussi des problématiques de santé qui arrivent sur les animaux, hein, comme c'est actuellement le cas sur le porc. Et c'est pour ça que d'ailleurs Ceva s'est engagé pour apporter ces technologies. On a 2 usines en Chine, hein, de production, notamment de vaccins, et on s'est engagé avec des partenaires localement pour essayer d'apporter le meilleur que l'on connaît, travailler avec les universités également, avec Harbin par exemple, qui est une très grande université, on travaille avec eux, de façon à essayer d'apporter notre savoir-faire
dans ce Oui. pays. CEVA n'intervient pas donc que sur les animaux que dans le domaine des animaux de compagnie. Vous êtes aussi effectivement sur les animaux, l'élevage d'animaux pour l'alimentation, et donc vous contribuez aussi à la sécurité alimentaire. Oui, parce qu'il faut nourrir les populations. On l'oublie souvent, vous savez, dans nos pays, on a parfois des positions qui sont un peu dogmatiques, vous voyez, sur la protection animale, etc. Alors que les 2 premières années des enfants, leur alimentation est absolument cruciale dans leur développement. Et en particulier, l'apport protéinique qui se fait principalement par des protéines animales, que ce soit du lait, des œufs ou de la viande. C'est absolument crucial. Et on sait encore que dans beaucoup d'endroits dans le monde, il y a aujourd'hui globalement en Asie, je ne parle pas de la Chine, globalement en Asie, vous avez encore 2 enfants sur 10 qui ont absolument pas, qui sont en dessous des seuils qu'il faudrait avoir en termes d'alimentation. Et donc ce sont des enfants qui, par définition, porteront ça toute leur vie. C'est-à-dire que si le développement, notamment du cerveau, ne se fait pas sur les 2 premières années, c'est perdu à vie. Donc il y a des vrais challenges que l'on ne connaît pas et qu'il faut, et je pense que CEVA peut aider à résoudre, en tout cas en essayant, avec notre petit apport, notre petit savoir-faire, essayer d'apporter les bons produits pour prévenir les maladies qui apparaissent sur les animaux et qui peuvent toucher très gravement les productions animales, donc l'apport de protéines d'origine animale aux hommes. Donc produire plus effectivement d'animaux pour répondre à la demande, mais produire mieux aussi pour la sécurité alimentaire. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut produire de la qualité parce que le consommateur demande de la qualité. Il faut veiller à ce que les produits soient sains. De façon, vous savez, il y a des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, ce qu'on appelle les zoonoses. Il faut aussi les contrôler. Donc ça, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien avec les vétérinaires et les universités chinoises. Et puis on a connu la vache folle en France, qui a été une période un petit peu de terreur pour les amateurs de viande. Mais on a tout connu. C'est-à-dire que, comme tout le monde, nul pays est à l'abri d'une épidémie. Il y a des épidémies en ce moment en Chine, il y en a en Europe, il y en a dans d'autres parties du monde. Je dirais c'est notre quotidien. C'est-à-dire tout s'accélère, notamment les problématiques sur les animaux. Donc il faut être rapide, il faut être ensemble pour trouver les bonnes solutions. Jean-Charles Simon, bonjour. Alors vous êtes avocat et vous êtes un avocat un petit peu particulier puisque vous êtes globe-trotter, vous travaillez beaucoup en Chine également. Eh bien oui, on a fait le choix de la Chine depuis maintenant presque 10 ans. On a décidé de développer nos activités à l'international de manière plus globale. Et évidemment, quand on parle de développement international, on parle forcément de la Chine. Oui, c'est un des plus grands pays du monde et une des plus grandes populations du monde. Alors vous intervenez dans quel domaine en Chine? Des domaines plutôt industriels, commerciaux, de propriété intellectuelle? Parce qu'il peut y avoir plein de domaines pour vous, avocat. Alors d'abord, on a fait un choix qui était le choix du partenariat avec un cabinet d'avocats chinois. Ce cabinet d'avocats chinois, c'est Yingke. Il est devenu aujourd'hui sans doute le premier cabinet mondial, puisqu'il compte environ 10 000 avocats dans 50 villes en Chine. Et donc, nous traitons de toutes les problématiques de sociétés françaises qui souhaitent s'implanter en Chine, mais bien sûr aussi d'entreprises chinoises qui souhaitent développer leur activité en France. D'ailleurs, avec Yingke, ce n'est pas seulement un développement en France, c'est un développement en Europe, dans les pays du Maghreb et dans les pays de l'Afrique francophone. Alors, est-ce qu'il y a un gros gap entre le droit français et le droit chinois? Et est-ce que parfois, certains projets, dans un sens comme dans l'autre, sont des casse-têtes auxquels vous contribuez à remédier? Alors, d'abord, vous savez que la norme en Chine, ou le droit en Chine, a connu plusieurs vies, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il a connu une vie au début du XXe siècle avec la colonisation d'une certaine manière, avec des droits qui venaient d'Allemagne, des droits anglo-saxons, le droit français bien sûr, puisque le droit Napoléon a beaucoup influencé le droit chinois. Ensuite, la période révolutionnaire, avec l'introduction d'un droit socialiste, en quelque sorte. Et puis aujourd'hui, un droit qui se veut un droit plus consensuel, plus transversal, plus un droit des affaires pour s'adapter aux grandes réalités du monde. Et donc ce droit chinois, finalement, moi qui suis maintenant depuis 10 ans en Chine, on l'a vu quand même évoluer. Et on a vu la Chine vraiment avoir la volonté de s'adapter aux grandes problématiques juridiques du monde, pas seulement celles qui sont, je dirais, connues de tous, comme le droit de la propriété intellectuelle ou autre, mais aussi au droit des contrats, aussi au droit de la santé, enfin tous les droits qui concernent les entreprises françaises qui vont en Chine ou les entreprises chinoises qui vont à l'international. Et finalement, nous qui pratiquons aussi le litige ou la résolution des litiges, c'est un droit qui s'adapte très bien aujourd'hui à la réalité des affaires, en tout cas de plus en plus et de mieux en mieux.
Est-ce que vous diriez justement que le droit chinois à l'heure actuelle est suffisamment moderne pour lui permettre de commercer et de nouer des partenariats avec le monde entier? Alors, je ne dirais même pas ça du droit français. Donc, je ne le dirais pas davantage du droit chinois. Je crois que c'est un... En fait, la Chine est très pragmatique dans sa manière d'évoluer, dans sa manière d'appréhender le droit, y compris dans les modes alternatifs de résolution des litiges. Hein, finalement, avec l'arbitrage, la médiation, tout ça fonctionne finalement pas si mal que ça. Simplement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que avoir des cabinets, et il y en a de plus en plus en Chine, qui sont des cabinets qui ont cette vision internationale, cette vision, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, pragmatique de la résolution des litiges. Mais je trouve que finalement, ce n'est pas si mal. Et finalement, je suis beaucoup plus positif, y compris lorsqu'il y a des litiges ou des différends, plutôt que de litiges. Je préfère parler en Chine de différends plutôt que de litiges. Lorsqu'il y a des différends, finalement, on s'aperçoit qu'on arrive quand même, pour certains d'entre eux, à les traiter de manière très correcte, aussi correcte que ce qui peut se passer chez nous. Alors, vous n'avez pas des activités dans la politique, mais on approche des élections européennes et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question de savoir si, pour commercer avec la France, quand on est un pays étranger, le fait de devoir répondre aux critères de droit français, mais également à ceux du droit communautaire, est-ce que ça se passe plutôt bien finalement ou est-ce que c'est parfois un petit casse-tête? Écoutez, je crois que de ce point de vue, encore une fois, la vision que peut avoir la Chine sur ces sujets-là, elle est essentiellement une vision, comme je le disais tout à l'heure, pragmatique en réalité. Moi, je crois que l'Europe, évidemment, est un atout pour la France. Je fais partie de ceux qui pensent cela. Je fais partie de ceux qui pensent multilatéralisme. Je fais partie de ceux qui pensent au dialogue. Et donc, je dirais que les règles européennes, quelles qu'elles soient, ne sont pas plus d'obstacles que la réglementation française, qui est parfois tout aussi tatillonne, voire plus tatillonne que nos règles européennes. Et finalement, les règles européennes ne s'appliquent pas si mal, puisque ce sont des règles qui composent avec plusieurs États de l'Europe et qui composent avec une certaine diversité de la vision de la règle de droit, de la norme, parce que une règle de droit, c'est aussi une norme quelque part. Et donc, cette diversité, elle s'applique en Europe et finalement, ça nous va assez bien. Alors, vous êtes avocat, les avocats plaident, donc doivent avoir de la propos. Alors, je vais vous tester là-dessus. On va voir à brûle pour point. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Écoutez, je pense que vous auriez pu me demander quel est l'avenir des entreprises françaises en Chine et réciproquement l'avenir des entreprises chinoises en France. Alors, je vais vous demander de répondre. Eh bien, je dirais que sur l'avenir des entreprises chinoises en France et en Europe d'une manière plus générale, cet avenir, il passe, j'espère en tout cas, qu'il passe par la France. Et il passe par la France parce que la France aujourd'hui a des atouts formidables. Le Brexit, bon, c'est une occasion quelque part, évidemment. La France, c'est une terre d'accueil. Tout à l'heure, le président Raffarin parlait, ou M. Cheng parlait de cette culture française différente de la culture allemande ou de la culture anglaise. Et je crois qu'elle nous aide beaucoup, cette culture française. Elle nous aide parce qu'elle nous aide vis-à-vis de l'Europe, elle nous aide vis-à-vis des pays du Maghreb, elle nous aide vis-à-vis des pays de l'Afrique francophone. Et donc, je suis confiant pour autant que les entreprises chinoises comprennent que l'avenir des entreprises chinoises, ce n'est pas seulement peut-être quelque part aux États-Unis, quelque part en Amérique du Sud, quelque part en Eurasie, mais que cela passe par la France. Pour les entreprises françaises, résolument, tout à l'heure, monsieur le courtier en parlait lors de son intervention. Il connaît particulièrement bien, avec son activité, l'intérêt pour les entreprises françaises vers la Chine. Il y a des secteurs d'activité qui me paraissent essentiels. Ce sont les secteurs qui sont liés à la santé, qui sont liés à l'éducation, qui sont liés à la technologie. Et il y a véritablement un avenir significatif pour les entreprises françaises dans ces pays. Simplement, je le dis toujours, l'avenir passe par des moyens humains, il faut avoir la volonté de le faire, passe par des moyens financiers, il faut avoir la capacité de le faire, mais en France, on a cette capacité financière, il y a des structures pour ça et ça se fait assez bien. Et finalement aussi, il faut être bien conseillé, vous m'excuserez, mais vous excusez-moi, je parlerai un peu de nous. Prêchez pour votre chapelle. Voilà, il faut être... Mais bon, il n'y a pas que les avocats, il y a des tas de consultants qui existent, beaucoup de consultants qui existent.
existent et ils sont finalement très bien et qui existent là depuis longtemps. Mais je crois vraiment à l'avenir des entreprises françaises en Chine. C'est un marché formidable. J'ai appris en 10 ans à connaître la Chine, à avoir des interlocuteurs de qualité et même à y avoir des relations proches avec Yingke, qui est notre partenaire aujourd'hui en Chine et avec lequel nous entretenons des relations étroites et presque amicales. Un reportage Mandarin TV. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à notre chaîne Mandarin TV sur YouTube. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne rien rater de l'actualité, des reportages et documentaires.